tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec le soleil, qui est réapparu au bout de 3 semaines d'absence, et avec Chéri, qui est là. Voilà, il est là. Voilà, vas-y, fais-toi beau, profites-en. Voilà, dites-lui qu'il est beau, hein, parce que sinon je vais en avoir pour une semaine. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la semaine dernière, c'était la semaine numéro 2 du challenge Black November, où il fallait lire soit le premier tome d'une saga, soit le dernier tome d'une saga. Et ben moi, j'ai fait les deux. Voilà. J'ai lu le dernier tome paru d'une saga en cours et le premier tome d'une saga. Donc, comme ça, tout le monde va être content. Alors, j'ai pas lu beaucoup la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je me suis tapé une névralgie cervicale. Autant vous dire que j'ai douillé à mort. C'est extrêmement douloureux. Là, ça va un peu mieux. La preuve, je tourne la tête sans douleur et c'est pas plus mal. Donc, même lire, ça me faisait mal. Donc, c'est pour vous dire, moi, quand je suis dans le mal, je ne lis pas. Donc, ceci étant dit, ah oui, puis en fin de vidéo, je vous montrerai la petite réception de la semaine. Alors, j'ai lu La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, paru aux éditions Albin Michel. C'est le dernier tome. Alors, ce n'est pas le dernier roman de Maxime Chatham, mais c'est le dernier roman paru avec son héroïne récurrente, Ludivine Vancker, que l'on a déjà croisé dans La Patience du Diable et l'Appel du Néant, si mes souvenirs sont bons. Donc ici, on retrouve Ludivine Vancker qui va quitter la section de recherche de la gendarmerie de Paris pour intégrer comment ça s'appelle, la direction des sciences du comportement. Donc l'unité de profilage de la police. Et dès qu'elle va mettre les pieds dans sa nouvelle affectation, elle va tout de suite être mise dans le vif du sujet, car on a retrouvé dans l'Est, dans une mine, dans une ancienne mine fermée depuis plusieurs années, un charnier, on va dire ça comme ça. On va retrouver une bonne dizaine de corps de femmes atrocement mutilés. Je vous laisse deviner hein, l'état des corps. Certains sont quasiment momifiés. Et l'autopsie va révéler un détail quand même assez particulier, ce qui va révéler l'existence d'un tueur en série qui s'appelle Charon. Or, ce tueur en série, il a perpétré tous ces meurtres pendant plusieurs dizaines d'années, sans être absolument pas inquiété. Or, au fur et à mesure de l'enquête, Ludivine et ses coéquipiers vont s'apercevoir que l'étendue du passage de Charon est extrêmement étendue. Alors, voilà, on est quand même dans un univers bien glauque. On va passer un certain temps quand même sous terre, dans l'antre de Charon, où on va baigner dans les cadavres. Voilà, alors âme sensible, s'abstenir, parce qu'il y a quand même des descriptions qui sont sont un peu burk hein, quand même. C'est du Maxime Chatham, hein. Pour ça on lui fait confiance. Il va nous faire des bonnes scènes de cadavres bien glauques. Moi, je l'attendais au tournant, c'est surtout avec le personnage de Ludivine Vancker. Parce que Ludivine Vancker, dans les 2 précédents romans, alors surtout dans l'Appel du Néant, elle m'a gonflé. Elle m'a gonflé parce que c'était l'archétype de la superwoman, de la super flic. Elle voulait absolument, elle était première en tout, elle était première en course à pied, elle était première au tir, elle était vraiment première en tout. Elle souffrait, je pense qu'elle souffre encore un petit peu, du syndrome de la première de la classe, où elle voulait absolument être meilleure partout. Sauf que, à force d'être
une espèce de machine, de machine à enquêter, et ben elle en devenait chiante. Elle en devenait chiante, voilà, on aurait eu affaire à un robot, ça aurait fait exactement pareil. Elle était absolument pas humaine, et moi ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé d'avoir ce genre de personnage. Alors c'est vrai que maintenant, quand on dit, quand on voit un personnage féminin ultra fort, avec du caractère et tout, on dit ouais c'est une super femme et tout, mais enfin là c'était, on avait quand même poussé quand même le bouchon assez loin, et ça m'avait saoulée. Elle avait quand même un petit peu commencé à changer dans La Patience du diable, et là on retrouve une Ludivine un peu plus posée, qui laisse parler son côté humain un peu plus souvent. Et j'ai quand même apprécié ce changement de cap du personnage. C'était quand même un peu plus agréable. Et mais bon, il y a quand même un certain moment où elle, son naturel revient au galop, et où elle recommence à faire du Ludivine Wanker. C'est-à-dire qu'elle alors elle écoute son instinct, certes, mais elle va au-delà des emmerdes. Comme ce qu'elle a fait pour l'appel du néant, comme ce qu'elle a fait pour la patience du diable. Elle se fout elle-même dans une mouise noire, quitte à ne pas en réchapper. Alors certes, elle a son travail chevillé au corps, elle veut absolument sauver les victimes, mais elle se met clairement en danger. Alors, ce sera pas mon préféré de Maxime Chatham, celui-ci. Il m'a manqué quand même quelque chose pour que ce soit vraiment un gros coup de cœur. J'ai pas détesté ma lecture, ça a été quand même une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Maxime Chatham a fait du Maxime Chatham, mais on n'est pas non plus au niveau de sa première trilogie, la trilogie du mal, qui m'avait absolument subjugué. Ça avait été un énorme coup de cœur, cette trilogie. Voilà, ici, voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a un tueur en série absolument détestable. Il y a voilà, il y a des enquêtes, il y a des faux semblants, il y a des rebondissements, mais je sais pas. Il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit réellement un coup de cœur. Voilà, pour ceux qui aiment vraiment le thriller, un bon thriller classique, allez-y, La Constance du Prédateur vous ravira. Mais pour moi, ce n'est pas ça ne sera pas le meilleur du Maxime Chatham. Je pense qu'il ne pourra pas faire mieux que la trilogie du mal, même si celui-ci reste quand même de très très bonne facture. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est nickel. Voilà. C'est confirmé. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la deuxième trilogie écrite par Nicolas Beuglé, mettant en scène Grace Campbell. Il s'agit du dernier message, publié ici aux éditions Pocket. Alors, celui-ci, c'est pareil, ça a été une bonne lecture, mais ce ne sera pas non plus un coup de cœur monumental. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, donc, on va faire la connaissance de Grace Campbell, qui est une inspectrice à la brigade criminelle de Glasgow, qui a été mis au placard, voilà un an, suite à une interpellation qui s'est très très mal passée. On nous explique grosso modo ce qui s'est passé, mais on n'est pas rentré dans les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que du coup, Grace est cantonnée à des travaux administratifs au sein de la police, et elle vit quasiment isolée chez elle. Elle en sort très très peu. Et on apprend qu'il y a chez elle une pièce spéciale qui est fermée par une porte blindée, pièce dans laquelle personne, à part elle, n'a le droit d'entrer. Mais ça, voilà, on nous le dit, mais voilà, ça reste quand même assez mystérieux. Sauf que son patron l'appelle
parce que il a personne d'autre sous la main, il y a eu un mort dans un monastère, dans une île située au nord de l'Écosse. Et donc du coup, comme il a personne d'autre sous la main, il demande à Grace d'aller faire les constatations de premiers usages sur le site. Donc elle y va. Et effectivement, elle va tomber sur le cadavre d'un jeune homme qui faisait une espèce de retraite spirituelle dans ce fameux monastère. Et voilà, le médecin légiste arrive et on va nous expliquer la façon dont est mort ce fameux jeune homme. Et comment vous dire que c'était une scène aussi assez burk. Hein. J'ai rarement vu des victimes de meurtre dans les thrillers que j'ai lus mourir de cette façon. Franchement, je souhaite ça à personne. Rien que d'y penser, c'est et donc, elle va commencer son enquête dans le monastère et de là, elle va découvrir que ce fameux jeune homme qui a fait cette retraite spirituelle dans ce monastère travaillait en secret sur des calculs des calculs assez complexes. Et de fil en aiguille, l'enquête de Grace va l'emmener à Glasgow, aux États-Unis, à Édimbourg. Elle va dans le Grand Nord, donc elle va quand même suivre un périple assez complet pour alors qu'on quand même on l'emmenait sur quand même une banale affaire de meurtre. Et voilà, de toute façon, c'est la patte de Nicolas Begley. On commence par un meurtre, somme toute, assez dégueulasse. Et on part vers une espèce de course contre la montre à travers plusieurs villes et plusieurs pays. C'est sa marque de fabrique. Et le dernier message ne déroge pas à la règle. Ce qui m'a chiffonné un petit peu dans le dernier message, c'est une des thématiques abordées dans ce roman. Vous le savez, il n'y a pas tellement longtemps de ça, j'ai écouté son dernier roman, L'Ultime Avertissement. Donc, dernier message, ultime avertissement. Je me suis dit déjà, bon, au niveau du titre, on est quand même un petit peu dans la même veine. Je m'en étais arrêtée là, je me suis dit, bon, ça reste qu'une coïncidence. Sauf que, quand on va dans le roman, quand on avance un peu dans le roman, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Bon, une que je dirais que j'abonderai dans le sens de l'auteur. Je suis assez d'accord avec lui et c'est assez alarmiste. Et pour la deuxième partie, je me suis dit, tiens, cette thématique n'est pas sans rappeler celle de l'ultime avertissement. Je me suis dit, est-ce que dans le dernier message, Nicolas Begley nous préparait pas déjà l'ultime avertissement? Je dirais que il n'y a qu'un pas que je franchirais assez aisément. Alors peut-être qu'il ne l'a pas fait consciemment, mais je veux dire qu'il y a quand même certaines similitudes dans les thématiques de ces deux romans. Si vous avez lu vous-même l'ultime avertissement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez lu le dernier message, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est pour ça en fait que c'est pas un coup de cœur, parce que j'avais l'impression de lire un brouillon de l'ultime avertissement en fait. C'est pas voilà, c'est pas ouf. Franchement, j'ai pas trouvé ça. Alors oui, c'est bien écrit, oui, c'est addictif. Les chapitres sont courts, ça donne envie d'aller au suivant. Mais au-delà de ça, les thématiques ne m'ont pas surprise et j'ai vraiment eu l'impression de lire un espèce de brouillon de l'ultime avertissement. Alors ici, on a quand même, sur le personnage d'Hélène Campbell. Je me demande si j'ai pas dit Hélène Grace quelque part. Non, Hélène Campbell. Qu'est-ce que j'ai dit? Campbell. Ah, merci. Il suit pas en plus. J'ai un assistant, mais il suit pas. Alors, qu'est-ce que vous... Ah, je vois le petit personnel en ce moment, c'est plus ce que c'était. Hein. Donc, le personnage de Grace Campbell,
il est intéressant. Elle a des secrets, elle a quand même un passé assez trouble dont on connaît quasiment rien en fait. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a un an, on sait qu'elle cache quelque chose, qu'elle cache un secret, mais on ne sait pas quoi encore. Donc je pense que ce sera plus développé dans les tomes suivants de cette trilogie, en mettant en scène ce personnage-là. J'ai bien aimé ce personnage. Pas, voilà, une femme normale, avec ses forces et ses faiblesses. Mais voilà, c'est pas un bourrin, quoi. C'est pas une Ligne Van Ker comme on a vu dans le roman précédent. Elle assume complètement ses failles. Et voilà, ça reste quand même un personnage humain qu'on a envie de découvrir dans les autres romans pour voir un peu comment elle va évoluer et quel est ce fameux secret qu'elle cache dans cette fameuse pièce blindée. Voilà, donc vous l'aurez compris, la semaine 2 du Black November, voilà, j'ai eu de bonnes lectures, mais rien de transcendant, rien d'exceptionnel, rien de fantastique nécessitant de sortir les feux d'artifice. Voilà. Ah oui, je voulais vous... voilà. Sinon, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai reçu, je vous en parlais la semaine dernière, j'ai lu le tome 1, je vous avais dit que j'avais fait la demande du tome 2 à la maison d'édition et ils ont eu la gentillesse d'accepter de m'envoyer le tome 2. Donc j'ai reçu Supernova, le livre 2, l'artefact du Zodiaque, d'Axel Ménéglier, publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai eu un énorme coup de cœur sur le tome 1, j'ai super hâte de me plonger dans le tome 2 qui vient tout juste de sortir en librairie. Il est sorti le 31 octobre, donc si vous voulez découvrir cette saga, vous pouvez y aller, les 2 premiers tomes sont sortis. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on est lundi 11 novembre aujourd'hui, commence donc la semaine 3 du Black November où on doit lire des romans mettant en avant, traitant du racisme. Donc moi, je vous avais dit dans ma vidéo pâle que je comptais lire 2 romans. Je ne sais pas si je vais lire les 2 ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai commencé et j'ai lu celui-ci. J'ai commencé celui-ci, Les Marécages de Joe R. Lansdale, publié aux éditions Folio Policier. Un petit peu triché, je l'ai commencé hier soir. Puis en même temps, qui n'a pas triché dans un challenge, lève le doigt. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous avez lu la semaine dernière, ce que vous participiez ou non au challenge Black November. Un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles semaines, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Au revoir.